Bonsoir Samuel Lafont. Bonsoir. Merci de nous accueillir, on est au siège de Reconquête. Vous êtes porte-parole de Reconquête. On se vous voit ou on se tutoie? Parce que c'est toujours ma première question. On peut se tutoyer si tu veux, Alex, puisqu'on se connaît à côté de cette émission. Ouais, on débat souvent sur des plateaux de radio et ça fait un moment qu'on se parle. Tu as 37 ans depuis pas longtemps là, je crois. Oui, depuis le 1er février. Ok. Ça passe. Bientôt 40? Bientôt 40, 2 enfants déjà, j'espère un 3e rapidement. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Faut les faire vite les enfants? Je vais en avoir plusieurs et je me dis que si on peut le faire avec ma femme, autant en profiter, le faire maintenant. Et ceux qui disent que c'est pas écolo, c'est pas vrai? Comment? Ceux qui disent que c'est pas Je écolo de pense faire que des enfants. s'ils en ont un ou deux, ils comprendront le bonheur que c'est de faire des enfants. T'es diplômé de l'ESSEC? Ouais, j'ai un parcours particulier en termes d'études parce que j'ai commencé avec du droit, j'ai fait un master de droit, j'ai appris la philo ensuite parce que j'adore la philosophie. J'ai toujours lu de la philosophie depuis le lycée et puis pendant mes années de droit. Et après, j'ai fait un master SP à Centrale et à l'ESSEC. C'est qui ton philosophe préféré, c'est qui? Moi, celui qui m'a le plus marqué, alors j'ai commencé comme beaucoup avec Nietzsche, et celui qui m'a le plus marqué, c'est Hobbes, le Léviathan. D'accord. Parce que c'est un livre qui est assez long, très bien structuré, assez simple à lire finalement, et qu'on soit d'accord ou pas avec le système, très intéressant. Et ce qu'il met en avant, Thomas Hobbes, ce qu'il met en avant, c'est le contrat social. Il n'est pas le seul philosophe du contrat social, parce qu'on parle souvent de Rousseau, mais c'est un des philosophes du contrat social. Et pour lui, il y a un contrat social pour éviter que les gens s'entretuent. C'est lui qui dit que l'homme est un loup pour l'homme. Et donc, en fait, on se met ensemble, on décide d'avoir un gouvernement, je résume évidemment sa pensée, un gouvernement qui est chargé de la justice pour faire en sorte que les gens ne s'entretuent pas, pour qu'il y ait de la sécurité dans le pays. Et ça m'a d'autant plus marqué que moi, quand j'ai commencé mon engagement politique, j'ai remarqué qu'il y avait une montée de l'insécurité, notamment dans ma ville, à Nîmes. T'es de Nîmes? Ouais, je suis de Nîmes, toute ma famille est de Nîmes depuis X générations. Et ça te manque pas Nîmes là, quand tu habites Paris maintenant? Il y a une chose qui me manque, c'est le soleil. Bon, ça va, il y a du soleil en ce moment à Paris. Bon, il fait froid, mais il y a du soleil. 4 mois qu'il n'y a pas de soleil à Paris. C'est vrai qu'il a beaucoup plu. Donc j'ai dit 37 ans, diplômé de l'ESSEC. T'as soutenu François Fillon en 2017 ou pas? C'est bien ça, t'étais LR. Ouais. Moi, j'ai commencé mon engagement politique d'abord avec la campagne de Nicolas Sarkozy, comme beaucoup de gens qui ont mon âge, donc en 2007. Puis à l'Uni tout de suite. J'ai fait toutes mes armes à l'Uni. L'Uni, il faut dire, c'est le syndicat d'étudiants de droite. De droite dans les facs. Voilà, donc j'ai commencé en 2007, j'ai fait 2007 à 2012, dont 2 ans au Bureau national de l'Uni, où là j'ai fait un véritable tour de France. Je suis allé dans plein d'universités différentes, j'ai rencontré des Français de tous horizons, ce qui était une vraie richesse. Et ensuite j'ai fait la campagne de 2012 pour Nicolas Sarkozy et 2017 pour François Fillon. T'étais proche de François Fillon? Non, pas tellement. Je suis arrivé sur le tard dans la campagne. Et d'ailleurs, je regrette que, on peut se le dire franchement, que la campagne n'ait pas été menée aussi bien qu'elle aurait pu être menée. Moi, j'avais pas un poste important dans la campagne, pas très important. Je m'occupais des réseaux sociaux pour la partie société civile, donc on avait pas mal de liberté. Parce qu'il y avait pas mal de patrons qui étaient impliqués dans la campagne. Et ce qui était intéressant, c'est qu'eux, ils étaient assez libres, qu'ils étaient très différents du monde politique qu'on voit habituellement. Donc on pouvait faire pas mal de choses. Mais moi, je trouve que la campagne a été menée sur la défensive. Évidemment, il y a eu une opération journalistique contre lui, mais à un moment, il aurait dû se libérer de ça. Et je pense qu'il aurait très bien pu être au second tour et être élu si c'était donné les moyens. Je le dis comme je le pense. T'as des nouvelles de François Fillon là ou aucune nouvelle? Aucune nouvelle. T'es spécialiste de la communication numérique sur les réseaux sociaux, des réseaux sociaux en politique, toutes ces choses-là. Ma première question est très simple. Tu trouves pas ça dommage, la numérisation de la vie politique? J'ai l'impression que maintenant, pour communiquer en politique, il faut qu'on fasse rentrer ça dans un nombre de caractères pour que le message soit imprimé et soit entendu. Intéressant. Moi, j'ai commencé à me mettre sur Internet. J'avais une appétence pour Internet, je suis un ancien joueur de jeux vidéo, donc c'était normal pour moi d'utiliser Internet et les réseaux sociaux. Et avec les premiers jeux en ligne notamment, on a pu commencer à aller sur Internet. Donc beaucoup de gens ont commencé avec ça, en se mettant à jouer en ligne. Et donc c'était normal quand les réseaux sociaux sont arrivés, notamment Facebook, de s'y mettre. Mais pour moi, c'était surtout un outil d'efficacité. J'ai commencé à militer sur Facebook, à l'Uni, puis après sur Twitter, parce que ça nous permettait de toucher énormément de gens en très peu de temps. Au début de Facebook, il y avait pas mal de groupes. Vous pouvez créer des groupes. Et sur ces groupes, vous pouviez parler à des gens dans toute la France. Et moi, j'ai recruté beaucoup de gens comme ça sur Facebook à l'époque. Parce que, et je fais ce parallèle-là, c'était comme lorsque nous parlions, lors d'élections étudiantes ou de campagnes étudiantes, dans un amphithéâtre. Quand tu parles dans un amphithéâtre, tu parles devant 100, 200, 500 ou plus dans les grands amphis, parfois jusqu'à 1000 personnes. Et tu as un discours en 5-10 minutes, tu touches 1000 personnes. Quand tu donnes un tract à une personne, ou 2 personnes en même temps, tu discutes avec 1 ou 2 personnes. Mais quand tu parles à 1000 personnes, tu touches beaucoup plus de gens en un même laps de temps. Et bien, avec Internet, c'est la même chose. C'est-à-dire que si tu arrives à avoir une audience élevée, et moi, c'est ce que je souhaite par exemple pour ta chaîne, c'est que tu arrives à toucher beaucoup de gens en très peu de temps. C'est pour ça que je m'y suis mis au début.
et que je continue et que j'ai été responsable de la stratégie numérique pendant la campagne d'Éric Zemmour dès 2021, début 2021 jusqu'à la fin de la présidentielle, et que maintenant, pour terminer, je m'occupe des levées de fonds et de la communication en général. Quel rapport entre les levées de fonds et la communication ? Très important. Il y a plusieurs manières de récupérer de l'argent, et pendant une campagne présidentielle, ça coûte très cher. Donc on parle souvent, et les journalistes posent beaucoup de questions sur les grands donateurs, donc des personnes qu'on peut rencontrer, qu'on connaît déjà ou pas, qui sont dans un réseau, et leur proposer de faire des dons. Il faut savoir qu'en France, le don est limité à 7 500 € par personne, donc 15 000 € par couple. C'est normal, c'est pour éviter que, en tout cas c'est pensé comme ça, c'est pour éviter qu'il y ait quelques mécènes qui fassent la vie politique en France. Bref, une fois qu'on sait que ça fonctionne comme ça, ce qu'il faut, c'est toucher un maximum de personnes. Et donc sur Internet, on peut toucher énormément de gens en très peu de temps. Et c'est la chance qu'on a eue. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous les donateurs et tous les adhérents de Reconquête. C'est grâce à eux qu'on a pu faire la campagne présidentielle. Parce que lorsqu'on lance le parti à Villepinte, début décembre 2021, on lance le site et à ce moment-là, on lance les adhésions. En une semaine, on a fait 60 000 adhérents. En une semaine. Et on est monté jusqu'à 133 000 adhérents. Et là, vous êtes à combien aujourd'hui ? Là, on a 73 000 adhérents. Vous avez perdu 40 000 adhérents. Enfin non, j'ai n'importe quoi, c'est pas 40 000, c'est normal, 60 000. c'est hors période électorale. En fait, c'est durant la période électorale qu'il y aura le plus d'adhérents, et donc ça devrait remonter logiquement pendant la prochaine présidentielle. Ça veut pas dire aussi qu'il y a eu un essoufflement de votre parti ? C'est normal, c'est un phénomène normal pour tous les partis politiques. Et il y a pas bien le contraire de toute façon, mais comment ? Tu vas pas me dire, il y a toujours moins de le parti solide, on pourra en parler, mais il y a toujours moins d'adhérents hors campagne politique. C'est normal, c'est logique, parce qu'en fait, pendant la présidentielle, tout le monde parle de la présidentielle, en tout cas la plupart des médias, et donc ça intéresse. Et les gens qui n'étaient pas militants auparavant deviennent parfois militants, ils militent que pendant la campagne, ils s'arrêtent après, ils font un don ou ils prennent une adhésion pour soutenir à ce moment-là, et après ils vaquent à leurs occupations, et puis ils peuvent revenir parfois à la politique dans les prochaines élections. Sur la numérisation. Ouais, ça c'est important parce que je trouve que maintenant, aujourd'hui, on fait tout passer par la vidéo sur les réseaux. Il faut qu'on puisse répondre tout de suite à ce qui se passe tout le temps et avoir un avis, soit oui, soit non. Et surtout, ce que je te disais, en fait, comme on doit mettre une phrase par écrit, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la vie politique, l'argument politique, c'est de dire en une phrase ce que je pense. Est-ce que ça ne dessert pas finalement ? Tu parlais de l'espoir de Fillon. C'est un peu ce qui s'est passé. Tout le monde devait donner son avis en une phrase. On parle beaucoup de ça vis-à-vis de Twitter, mais je pense que les outils sont juste des outils. Alors, les médias vont beaucoup regarder ce qui se passe, ce qui est dit sur Twitter, et récupérer juste une petite phrase pour pouvoir publier un article rapidement, puisqu'il y a aussi une concurrence dont on ne parle jamais, une concurrence entre les médias, qui fait qu'ils doivent être les premiers à être sur un sujet, parce que sinon quelqu'un d'autre va prendre l'exclusivité ou va avoir en tout cas la visibilité, être mieux placé sur Google, etc. Après, le fait de tweeter et d'avoir un nombre limité de caractères, ça doit obliger à synthétiser la pensée. Mais si on regarde précisément, notamment avec Twitter, il est possible de faire de longs messages maintenant. Il est possible aussi de faire des fils où on précise sa pensée. Et de toute manière, on doit considérer, à mon avis, que lorsqu'on fait un message court, c'est juste une synthèse. Et on doit être capable de pouvoir l'expliquer plus précisément derrière. Après, si des gens limitent leur pensée à ces caractères-là, ça n'engage qu'eux. Et c'est dommage pour les politiques en question. Mais je pense qu'on doit aller au-delà et que normalement, une pensée construite, elle va au-delà des quelques caractères qui sont proposés par Twitter. Mais au-delà des caractères, au-delà de la phrase, du nombre de mots qu'on peut mettre, je parle de numérisation de la vie politique parce que maintenant, tout le monde doit donner son avis aussi. Et ça, je trouve que ça fait avancer le débat. Alors, je sais qu'en disant ça, je vais me faire éclater sur les réseaux en dire oui, la liberté d'expression, la liberté d'expression. Il n'y a pas de débat, il faut de la liberté d'expression. Mais est-ce que finalement, le fait que tout le monde puisse réagir tout le temps, ça ajoute pas du désordre ? Je pense que tu as utilisé deux mots différents, devoir, en disant doit réagir, et pouvoir. Et il y a une vraie différence entre les deux. Il est normal et sain, à mon avis, que tout le monde puisse s'exprimer. Ouais. Après, il n'y a pas de nécessité de s'exprimer. Chacun est libre de s'exprimer sur ce qu'il souhaite sur Internet. Pour moi, que chaque citoyen puisse donner son avis, c'est pas du tout un problème. Au contraire, moi, je soutiens à mort la liberté d'expression. Et mieux que ça, je pense que c'est une des priorités dans les combats permanents. Alors pour la droite en général, mais pour les Français, c'est d'avoir cette liberté d'expression. Pour continuer, on est chez Reconquête ici. C'est votre parti. Pourquoi Reconquête ? Pourquoi ce nom de parti ? Je pense que c'était pour avoir au début, il y a une discussion sur le nom du parti, mais pour avoir un parti dynamique. C'était vraiment l'idée qu'on avait lorsqu'on a lancé le parti. Tu sais, quand on écoute les commentateurs, qui souvent n'ont pas créé de parti politique, n'ont pas mené ce genre d'aventure, comme souvent les commentateurs d'entrepreneurs, qui ne font que discuter de ce qu'on fait d'autres, mais n'ont pas fait eux-mêmes, ils ont l'impression que c'est pas possible de le faire. Et donc, moi je me souviens très bien les premières questions qu'on a eues au tout début, avant même qu'il y ait le nom Reconquête qui sorte.
quand on était début 2021, qu'on a lancé les amis d'Éric Zemmour, eh bien, on nous disait, mais les premiers journalistes que je voyais, notamment au printemps, c'était, mais c'est pas possible, vous n'allez jamais y arriver, on peut pas aller être candidat à la présidentielle comme ça, Éric Zemmour, il ira pas jusqu'au bout. Mais vraiment, des choses qui sortaient complètement du chapeau, mais des préjugés parce que les gens ne s'imaginaient pas que c'était possible de le faire. Alors des charges, on va dire que le système actuel, il est très anticoncurrentiel, ce qui fait qu'on n'a pas l'habitude d'avoir de nouveaux acteurs qui arrivent dans le jeu politique. C'est très rare. Mais une fois qu'on se lance, on peut y arriver. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que Reconquête, c'est encore le bon nom du parti aujourd'hui, tu penses ? Oui, c'est le bon nom du parti. Je pense qu'il y a beaucoup de... Mais pourquoi vous l'avez appelé Reconquête ? C'était par rapport au fait de reconquérir la politique ou de reconquérir le pays ? Il y a les deux. Il y a la politique en général, et puis il y a plein de choses à reconquérir dans le pays. Il y a des zones, malheureusement, qui sont plus sécurisées en France. On le sait, la police le dit, le ministère de l'Intérieur l'a reconnu. Des zones qui sont souvent dit que ne respectent plus les lois de la République. On a aussi la liberté d'expression qu'il fallait reconquérir. Alors maintenant, dans une période où la censure a plutôt tendance à baisser, mais elle est toujours trop élevée. On a vu que dans d'autres pays, il y a des personnes qui veulent enfermer des gens pour ce qu'ils disent ou parce qu'ils envoient des mèmes sur les réseaux sociaux. La liberté d'expression, elle est extrêmement importante puisque si on croit au système démocratique, et c'est mon cas, il faut considérer que les gens peuvent s'exprimer. Et si on ne peut pas s'exprimer, on n'arrive plus à penser. Et donc, vous n'arrivez plus à faire naître de nouvelles idées, à défendre vos convictions. Et je pense que ça limite le champ démocratique. Et ça, véritablement, ça limite les possibles dans la représentation politique. Je m'explique plus concrètement. Ceux qui veulent censurer, souvent, ils veulent limiter concrètement. Ils font un cadrage du débat. Et ils disent, en gros, le débat, c'est juste de là à là. Et on ne peut pas aller plus loin. On peut pas réfléchir à plus que ça, d'un côté ou de l'autre. Et donc, c'est nuisible pour les individus. Et je pense qu'en plus, ça ne correspond pas à ce qu'on a dans notre Constitution. Ça ne correspond pas à notre contrat social. Mais alors attends, c'est intéressant parce que avant de continuer sur Reconquête, tu parles de limiter dans le débat, sur les réseaux sociaux et tout. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une responsabilité ? Pas à cadrer. Je suis d'accord, il ne faut pas cadrer. Parce que quand on cadre, ça veut dire qu'on s'interdit des sujets et ce n'est pas bon. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une nécessité de mettre des règles pour ne pas tomber dans la fake news, typiquement ? Alors, il y a des règles déjà dans le code pénal. Hein. D'accord, dans le code pénal, mais sur les réseaux sociaux, on peut tout dire. Franchement, c'est très peu vérifiable. Si tu regardes sur les réseaux sociaux, tu as une tendance qui change ces dernières années, puisque pendant un moment, Facebook censurait énormément. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a plein de sujets qu'on ne pouvait plus aborder sur Facebook. Il y a une évolution récente de Mark Zuckerberg, mais la vérité, c'est qu'il a changé de position bien avant. Moi, j'ai expliqué chez Causeur, dans un entretien à Causeur, pendant la campagne des européennes, tous les partis politiques ont été invités chez Meta pour avoir une présentation d'état des lieux de Meta, ce qu'ils comptaient faire pour la campagne. Meta, c'est Facebook et Instagram. Exactement, plus WhatsApp. Ils ont beaucoup parlé de WhatsApp. Plus WhatsApp. Et c'était le 25 mars 2024. Et durant cette demi-journée, à cet après-midi, on nous a présenté la nouvelle position de Meta, que l'on présentait de manière plus douce, mais c'était la nouvelle position de Meta vis-à-vis de ce qu'ils appelaient les fake news et les campagnes de désinformation. La position de Meta est la suivante, à ce moment-là, ce n'est pas à Meta de dire ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai. Nous ne détenons pas la vérité. Et donc, on fait la différence entre deux types de contenus. Les contenus de personnes qui publieraient des informations qui ne sont pas forcément vraies, mais sans qu'elles le sachent elles-mêmes, et qui n'ont pas vocation à mener des campagnes de propagande, dans le sens négatif du terme, pour faire passer ce qu'on appelle des fake news. Ouais. Et à côté, des campagnes de désinformation étatiques ou par des groupes para-étatiques, où là, on signale et on se rend compte, je parle de Meta, ils se rendent compte qu'il y a une volonté de nuire. Voilà. Et en fait, ils ont fait une distinction entre les deux, parce que souvent, ce que les médias français ne faisaient pas, c'était cette distinction. Donc dès qu'il y avait quelqu'un qui a envoyé une information qui était fausse, et d'ailleurs, on pourrait revenir là-dessus, parce que le nombre de médias qui ont publié des âneries... Je rappelle les Gilets jaunes, où vous expliquez que pendant une manifestation sur les Champs-Élysées, il y avait des pavés par terre. Il avait été expliqué à la télé, je crois que c'est BFM TV, il faut vérifier, on nous avait expliqué que c'était les Gilets jaunes qui avaient arraché les pavés pour les balancer sur les forces de l'ordre. Enfin, ce genre de choses. Systématiquement, il y avait une banderole aussi qui avait été censurée. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que quelquefois, la rumeur en politique, elle tue pas le débat politique ? Et ça ne décrédibilise pas les idées ou même le début de débat qu'on pourrait avoir parce qu'on veut décrédibiliser quelqu'un. Tu parlais des gilets jaunes là. Pareil, tu vois, le fait qu'on dise qu'ils aient pris les pavés, qu'ils les aient arrachés, qu'ils les aient balancés. Finalement, on n'a pas parlé du fond du problème des gilets jaunes qui était le fait qu'ils étaient malheureux. Ah, mais là, il y a un vrai sujet. Effectivement, c'est que alors c'est un souci de déconnexion là.
C'est plus que la numérisation, que la censure, c'est un souci de déconnexion. Moi, je me rappelle très bien, lorsqu'il y avait les premières vidéos de Gilets jaunes qui sont sorties, la question c'était le pouvoir d'achat et vivre du fruit de son travail. C'était ça. Et après... 80 km/h, le fait de l'essence, tout ça. C'était seulement ça. Juste ça, mais c'était extrêmement important. Et pour plein de raisons, avant même qu'il y ait une récupération par la gauche, puisqu'il y a une tentative de récupération par la gauche du mouvement ensuite, mais les médias ont essayé de raconter une histoire autour de ça. Et on a bien vu à ce moment-là qu'il y avait parfois des déformations involontaires parce qu'ils ne comprenaient pas, ils ne se mettaient pas à la place, notamment des médias parisiens, ne se mettaient pas à la place de ce que vivent les gens. On expliquait qu'en fait, eh bien, il leur restait de moins en moins à vivre tous les mois, que ça avait des conséquences extrêmement négatives pour eux, sur leur famille, sur typiquement les personnes qui arrêtaient d'inscrire leurs enfants au sport. Ah ouais. Les personnes qui disent, oui, tout simplement, mais quand les gens sont pris à la gorge, les Français modestes, les classes moyennes inférieures, qui sont de plus en plus nombreuses dans le pays et qui ont du mal à joindre debout, qui expliquaient qu'en fait, elles devaient limiter toutes leurs dépenses. Ça veut dire que quand les enfants demandent d'aller au cinéma, on est très concret, au cinéma, on ne peut pas aller au cinéma, ça coûte trop cher, ou on y va beaucoup moins, on ne peut pas aller chez McDonald's, on aura moins de cadeaux à Noël. Eh bien, quand on est parents, c'est des sujets qui nous touchent. Ça a été très peu abordé. Par les médias. Toujours, quand je parle de déconnexion, c'est que ces sujets-là très concrets n'ont pas été bien compris, mais c'est souvent le cas aussi dans la classe politique. Hein. Là, je mets médias et classe politique ensemble. Ça a été assez peu compris, et il y a eu de l'idéologie qui a été rajoutée sur le sujet, alors que le sujet était très simple. C'était le constat, nous là, on galère. Pourquoi on galère comme ça ? Et on n'est pas écouté. Et le fait est qu'ils avaient raison. Ils n'étaient pas écoutés. On a l'impression encore qu'ils ne sont pas écoutés. D'ailleurs, c'était prouvé par quand on regarde les études sur les sondages, les politistes, ce qui se passe dans l'opinion publique. Il y a des gens qui décrochent complètement du système actuel. Ça les intéresse plus ? Ils ont l'impression de ne pas être représentés, que ça ne sert à rien. Pour ça aussi qu'il y a de l'abstention qui monte. Et très peu d'abstention dernièrement. Enfin, pas très peu, parce que 30, c'est toujours trop 30%, mais il y a moins d'abstention qu'avant. Je parle sur ces dernières décennies. D'accord. Par rapport à d'autres pays, on a encore une participation qui est importante, mais il y a des gens qui sont complètement détachés de la politique. Puisque tu parles du gilet jaune, là, il y a une opération que vous faites en ce moment sur les ZFE, zones à faible émission, sur les véhicules. C'est toi qui portes ça, je crois ? Alors, un combat très important, effectivement, contre les ZFE. Durant la campagne présidentielle d'Éric Zemmour, dans son programme, qui a été écrit dès 2021, on avait mis une opposition aux ZFE. Par principe. Juste parce que pour resituer, hein, les Gilets jaunes, c'est né en 2018 suite, on va le dire, aux 80 km/h, la réforme des 80 km/h que voulait Édouard Philippe, le Premier ministre de l'époque. Les ZFE, aujourd'hui, zones à faible émission, c'est des zones où on ne peut plus rouler avec des voitures qui ont des critères trop anciens. C'est ça, en Exactement. Gros. Donc les gens qui ont des voitures qui sont vieilles et qui souvent ne peuvent pas en changer, parce qu'ils n'ont pas les moyens, on leur dit, écoutez, vous ne pouvez plus rentrer dans les villes, sauf en payant une amende. Vous pouvez prendre une amende. Donc concrètement, c'est une chimère bureaucratique. Ils ne peuvent plus circuler. Non, ils ne peuvent plus circuler. Non, mais très concrètement, il y a plein de gens qui ne peuvent plus aller dans les villes et qui hésitent à aller dans les villes. Ils disent, mais je vais me faire verbaliser. Et donc on demande aux Français qui ont le moins de moyens de changer de voiture, alors qu'ils ne peuvent pas forcément changer de voiture, et on les raquette avec des amendes, alors disant c'est pas bien d'avoir ces vieilles voitures, il faudra en changer. Mais justement, c'est les personnes qui ont le moins de moyens pour changer de voiture. Donc on marche complètement sur la tête. Moi, je pense que ces ZFE, on va en terminer rapidement, que le combat va se gagner contre les ZFE. Pourquoi ? Parce que c'est un système qui est extrêmement impopulaire. Différentes études qui ont été faites sur le sujet, notamment une étude du Sénat en 2023, qui montrait que 86% des Français étaient opposés aux ZFE. C'est un système qui paraît totalement incompréhensible, puisqu'il y a des zones, selon les zones, en fait, les critères ne sont pas les mêmes, sur les zones en France, selon les métropoles, etc. Il y a déjà des communes qui sont en train de reculer. Ah bon ? Dont Montpellier, par exemple, qui a dit que finalement, jusqu'en 2027, il ne verbaliserait pas. Et je crois qu'à Paris, elle va vraiment reculer, la maire de Paris. En tout cas, on fera tout pour faire reculer Anne Hidalgo. Ça veut dire quoi, faire tout, par exemple ? Tous les moyens légaux, ce qu'on a fait. En 2022, on a lancé une pétition qui a 75 000 signataires aujourd'hui. On a fait les premières opérations banderole, où on a eu un succès incroyable, les gens qui klaxonnent et qui vous disent merci, etc. C'est-à-dire que vous bloquez avec des... Non, on était en haut des ponts ou dans les communes, sur les ronds-points, etc. Ce qu'on fait maintenant de nouveau, et on va être Reconquête, le parti le plus mobilisé contre les ZFE. On a un tract qui arrive en ce moment dans toutes les fédérations, dans les départements concernés directement et ceux qui ne sont pas concernés encore. Donc là, on va avoir des gens sur le terrain, partout, qui feront des communiqués de presse, qui vont interpeller les élus, qui vont être visibles sur le terrain auprès des Français. On a des banderoles qui arrivent dans les fédérations. On a la pétition nationale encore qui circule partout.
Et on a en plus de ça, on a un ancien autocollant qui fait un carton. Là, au moment où on se parle, on était à plus de 17 000 commandes en rien de temps. Un autocollant à mettre derrière sa voiture, non ZFE, un grand carré rouge, non ZFE, pour que c'est un aspect viral, comme il y a eu le gilet jaune à l'époque. Mais alors, l'écologie, on s'en fout, en gros? Je pense que c'est pas une question d'écologie du tout. T'es écolo, toi, ou pas? Comment? Franchement, t'es écolo ou c'est pas ta priorité? Mais qu'est-ce que ça veut dire être écolo? Ça veut dire vouloir protéger la planète. Si ça veut dire faire attention à ce qui nous entoure et pas faire n'importe quoi et jeter des déchets partout, c'est pas oui. que ça. Non, mais c'est pas que ça. C'est par rapport au réchauffement de la planète. C'est faire attention à changer nos méthodes de vie et pour essayer de léguer une planète propre. Tu parlais de tes enfants au début de l'interview. Mais c'est une vraie question parce que je pense que le terme a été totalement galvaudé. D'accord. Par l'idéologie politique, par l'écologie politique, avec un niveau qui arrive à devenir quasiment sectaire. On l'a vu avec les grandes bassines, par exemple. Je suis complètement d'accord sur le fait que les bassines, ça a été complètement politisé et que on n'est personne pour dire si c'est bien ou pas bien. On est d'ailleurs en France, l'un des pays qui fait le moins de grandes bassines en Europe et que c'est parti complètement en vrille. Ça, je suis d'accord. Mais c'est un discours politique complètement délirant. Mais comme il y a eu contre le nucléaire, et le problème, c'est que pendant des années en France, alors que le nucléaire est un système qui pollue très peu, qui nous permet d'avoir une souveraineté énergétique, pendant des années, on a laissé perdurer un seul discours pseudo-écolo, de gens qui ont un programme politique et qui mettent concrètement les Français dans le pétrin. Et là, si on a eu des augmentations de prix d'électricité et si à un moment on a eu peur pour les factures d'électricité, c'est aussi parce qu'on a écouté pendant trop longtemps cette écologie politique et les gens qui sont dans une religion politique. Ouais. C'est différent, parce que c'est différent d'avoir une conception conception de la nature en se disant on fait attention à notre environnement. Et si on lit le programme d'Éric Zemmour, par exemple, de Reconquête en 2022, il y a toute une partie sur l'environnement. Faire attention à son environnement, le patrimoine, le respecter, etc. Non, mais l'écologie, il faut quand même faire des choix forts. Parce que je dis ça sur les grandes bassines et je le pense vraiment. Et puis on le voit sur les agriculteurs, on en parlait tout à l'heure avec le salon, c'est important pour eux ce genre d'initiative. Mais il y a aussi les faits quand même. La planète, elle se réchauffe, clairement, tu vois. Et il faut faire des efforts si on veut pouvoir faire en sorte que la planète, elle perdure. On peut pas non plus dire que c'est que politique, c'est aussi humain. Et d'ailleurs, pour moi, l'écologie n'est ni de droite ni de gauche. Elle devrait être humaine. Donc, alors pour l'instant, le sujet est pas mal squatté par l'extrême gauche. Parce que ça vous intéresse pas? C'est pas que ça nous intéresse pas. Je pense que il y a eu un discours percutant à gauche, de marketing qui s'est fait entendre pendant des années, qui a été efficace. Je pense mensonger, mais efficace. Pourquoi mensonger? Parce qu'ils ont exagéré les faits, parce qu'on nous explique que... Sur quoi ils ont exagéré les faits, par exemple? Mais surtout, on explique sans arrêt qu'on va mourir demain, qu'on a entendu... Vous te rappelez quand Greta Thunberg était partout sur les plateaux? Non, ce qu'il faut voir concrètement, c'est typiquement sur la décroissance. Moi, je pense au décroissant, mais quand on a des débats avec des personnes qui sont dans l'idéologie complète sur l'écologie... souvent, elles ne sont pas cohérentes. Je dis pas tout le temps, mais souvent, elles ne sont pas cohérentes. Typiquement, quand il est question d'être exemplaire dans le monde, et qu'on sait que la France, elle peut être responsable d'un pourcentage extrêmement faible en termes de pollution, et ils ne veulent pas voir la nécessité, souvent c'est ce qui revient, la nécessité d'être fort pour avoir un rapport de force avec les nations qui polluent réellement et qui polluent énormément. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a un raisonnement qui est assez égocentrique, où la personne croit qu'à l'échelle individuelle, parce qu'elle va faire des efforts, ça va changer l'ensemble de la planète. C'est vraiment se voir comme quelqu'un d'extrêmement puissant par rapport aux milliards que nous sommes sur cette planète. Alors que si on regarde, ce qui est important, c'est de voir le grand cadre et se mettre à l'échelle. C'est pas la France, ce n'est pas la France, ce n'est même pas les Européens qui polluent beaucoup dans le monde. Ce sont d'autres pays, d'autres nations. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire en France. Mais ça veut dire qu'à un moment, il faut être suffisamment fort pour imposer des normes, imposer des thèmes. Tu vas les imposer à qui, les normes? Aux États-Unis? Et moi, c'est le débat que j'ai tout le temps. C'est de dire, c'est très simple. Si vous considérez qu'on doit être dans le système de décroissance, qu'on doit systématiquement être décroissant pour montrer l'exemple au reste du monde, mais je dis, mais à un moment, si vous n'êtes plus suffisamment fort, mais personne ne va vous écouter. Et donc, vous êtes contre-productif. Ce qu'ils ont fait aussi sur le nucléaire. Parce que sur le nucléaire, ils avaient peut-être des bonnes idées que je ne partage pas. Sauf qu'ils se sont rendus compte derrière, on a vu ce qui s'est passé en Allemagne, où finalement, ça pollue plus, et ce qui était la meilleure solution, c'était de garder le nucléaire. Donc je pense que ce sont des gens qui ne sont pas toujours cohérents et qui ne vont pas jusqu'au bout du raisonnement. Et vous, sur l'écologie, chez Reconquête par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment vous intéresser? Vous allez avoir vraiment des propositions demain? Ou est-ce que vous assumez? Et franchement, c'est aussi entendable. Enfin, c'est entendable. En tout cas, c'est votre choix de dire c'est pas notre priorité aujourd'hui parce qu'il y a d'autres problèmes. Ce qui est vrai aussi. Le moins important est priorité ici. Il y a dans le programme de Reconquête. Le programme de Reconquête, c'est le seul vraiment qui était complet, qui est disponible en ligne très facilement, où il y a tous les thèmes qui sont abordés. Tous les thèmes de la politique en France.
Ce qu'il faut voir, c'est quelle est les priorités. Quand on regarde dans les sondages, il y a les priorités pour le pays et on voit les priorités dans les sondages. Quand tu dis les sondages faits auprès des Français. Auprès des Français. La priorité dans la campagne présidentielle, on l'a dit très clairement, on le dit toujours, il y a une priorité sur le sujet de l'immigration et de l'insécurité. Parce que si on continue avec un système migratoire comme on l'a actuellement, ça va avoir des conséquences néfastes pour le pays en termes de démographie, en termes de communauté nationale, en termes de finances. Bref, ça a des conséquences énormes. Éric Zemmour l'a suffisamment dit et répété sur les plateaux télé. Et il a fait cette campagne où il a pu imposer des thèmes très importants. Si on regarde les sondages, les Français parlent d'immigration, ils parlent d'insécurité, ils parlent de pouvoir d'achat, ils parlent de logement, ils parlent de santé. Et moi, je pense que le rôle du politique, parce que quand on parle d'écologie, il y a deux choses différentes. L'écologie, ça n'arrive pas toujours comme sujet, en tout cas l'écologie politique, ça n'arrive pas toujours comme priorité parmi les Français. Ils sont soucieux de leur environnement, mais souvent on fait un lien entre les deux, entre les discours qu'on a des Verts, je ne parle même pas de Sandrine Rousseau et compagnie, qui serait ce que disent les Français en termes d'environnement. C'est pas du tout la même chose. Oui, ils sont soucieux de ce qui se passe autour d'eux, ils veulent vivre dans un pays qui est le moins pollué possible, c'est logique. On veut profiter de nos paysages, c'est logique aussi. Il y a une question qui est importante d'urbanisme également, dont on parle très peu. Comment est-ce qu'on construit des villes ? Et là, il y a plein de discussions là-dessus. D'ailleurs, moi, récemment encore, j'ai fait l'acquisition d'un livre pour regarder tout ce qui est discuté, comme comment est-ce qu'on construit des villes. Et déjà, les décennies auparavant, quel est le modèle de ville ? Quand on regarde ce qui est fait à Tokyo aujourd'hui, on peut regarder comment ils développent la ville aujourd'hui. Donc, ces questions-là, ça peut intéresser les Français. Mais c'est pas l'écologie politique qu'on nous sert sur les plateaux en disant le nucléaire c'est méchant et on va tous mourir demain, c'est pas la même chose. Et ensuite, il y a des priorités. Les priorités du quotidien des Français, c'est notamment, on les voit émerger rapidement. On parlait du pouvoir d'achat avec les Gilets jaunes qui expliquaient déjà à l'époque, attention, là le reste à vivre, il s'affaiblit, il rétrécit de jour en jour, de mois en mois en tout cas. Ils avaient raison, et malheureusement, il y a de plus en plus de Français qui sont très modestes ou pauvres parce que le système les écrase complètement. Plein d'impôts, plein de taxes. Sur leur pouvoir d'achat, sur leur salaire, il y a énormément qui est pris entre le brut et le net, et du coup, ils ne sont pas payés à la hauteur de ce qu'ils vont être payés. Et en plus de ça, quand j'ai dit priorité, logement en ce moment et santé. On voit que l'hôpital se détériore. Alors parfois de Paris, les gens ont du mal à comprendre que dans les autres villes, l'hôpital se détériore, et surtout en dehors des grandes métropoles. Mais les urgences, parfois on attend de plus en plus longtemps. On a vu malheureusement des personnes âgées. Même à Paris. Hein. Et même à Paris. Mais ce que je dis souvent, c'est si vous vous rendez compte qu'il y a un problème à Paris, imaginez ce qui se passe dans le reste du pays. Mettez-vous à la place des autres Français. 2 secondes. Quand vous devez faire je ne sais pas combien de bornes pour aller trouver un hôpital, quand il n'y a pas de place, quand vous attendez extrêmement longtemps aux urgences, peut-être que tu l'as vu, mais il y a quelqu'un qui s'est retrouvé dans le parking d'un hôpital il y a quelques temps parce qu'il n'y avait plus de place, il n'y avait plus de lit. On voit des personnes qui restent sur des brancards pendant des jours et des jours. Et donc ça, c'est le problème des services publics. Oui. C'est de la faute à qui ? À l'État ? Alors je pense qu'il y a une gabegie, de nombreuses gabegies de l'État depuis des années. Sur quel domaine, par exemple ? En gros, on s'est dit, l'État s'est dit, j'aime pas dire les élites, parce que normalement les élites c'est les meilleurs. Vu l'état dans lequel le pays, je ne considère pas que ce sont les meilleurs qui dirigent le pays aujourd'hui. On a vécu, après les 30 Glorieuses, sur une habitude il y a de l'argent. Et on a commencé à dépenser. On a des gens et des décideurs politiques aujourd'hui qui ont tendance, trop souvent, et Éric Zemmour en a parlé d'ailleurs dans la campagne présidentielle, et Sarah Knafo en parle régulièrement. Là, elle a dénoncé les dépenses de l'AFD. Elle avait dépensé, elle s'est attaquée à France Travail aussi, aux chiffres de France Travail. Est-ce qu'on peut juste regarder et dire les choses ? L'État doit avoir un souci d'efficacité. Et malheureusement, il fonctionne un peu aujourd'hui comme si l'argent était magique et comme si on pouvait le distribuer non seulement au monde entier, mais qu'on pouvait toujours dépenser plus. Or, ce qui est important, c'est de savoir quelle est l'efficacité des services publics. Et surtout quand on a moins d'argent. Surtout quand on se rend compte qu'il va falloir dépenser moins. Et alors, c'est quoi cette efficacité des services publics ? C'est-à-dire Elle est vraiment mauvaise partout ? Honnêtement, le niveau des services est détérioré. C'est-à-dire que un des principaux problèmes, c'est pas les gens qui travaillent pour ces services. Ça, il faut faire vraiment le distinguo, parce que souvent on a c'est le nombre ? On a un discours de... C'est l'organisation qui fait qu'aujourd'hui on a besoin de ce nombre pour avoir un service qui n'est pas efficient. Et donc souvent d'ailleurs le jeu de la gauche c'est de dire oui regardez vous attaquez aux policiers, vous voulez moins de policiers, vous voulez moins d'infirmiers et compagnie. Il y a beaucoup de bureaucratie dans les hôpitaux. Les médecins, les sages-femmes, les infirmiers le disent. Mais t'as raison, mais tu trouves pas qu'il y a aussi quelque chose qui est un peu fou parce qu'on veut tous plus de services publics. Les Français, on est d'accord. On veut qu'ils fonctionnent au moins aussi bien qu'auparavant. Qu'ils fonctionnent au moins aussi bien qu'auparavant. Oui. Mais on est plus nombreux qu'avant. Oui. Ça c'est la démographie. Donc il faut payer plus. C'est comme les retraites. Il y a beaucoup plus de personnes qui quittent le marché du travail que de personnes qui arrivent sur le marché du travail qu'avant.
Et donc on veut tous plus de services publics, on veut tous plus d'hôpitaux, on veut tous plus de policiers, on veut tous plus de prisons, mais on veut tous moins payer. Alors, je dirais que c'est pas ça exactement le sujet. Un petit peu quand même, on va en payer d'impôts. Je comprends. En fait, ce que disent la plupart des gens, c'est on paye beaucoup pour un service qui est inefficient. C'est ça qui agace beaucoup de gens. On a l'impression de payer toujours plus, ce qui est vrai, pour un service qui est de moins en moins efficace. Donc, à un moment, il y a un problème, surtout qu'il y a des nouveaux moyens de numérisation pour gagner du temps et pour avoir besoin de moins de personnel pour faire les mêmes tâches. Mais typiquement, si on parle de sécurité, aujourd'hui, on sait que le goulot d'étranglement, il est au niveau de la justice, avec des policiers ou des gendarmes qui vont arrêter des délinquants, voire des criminels, mais surtout des délinquants qui après sont remis dans la rue, qui vont avoir une condamnation, deux condamnations, une tonne de condamnations. Et en fait, ça coûte énormément à l'État d'avoir ces personnes qui sont dans la rue plutôt que... Et les prisons, juste pour agir sur les prisons. Moi, ce que je dis souvent, c'est que on me dit, regardez, il n'y a jamais eu autant de prisons. Mais écoutez, si une société, pour une raison X ou Y, est plus criminogène durant une période, et qu'on a besoin de prisons, construisons les prisons. Si après elle est moins criminogène, on voit au Japon où les prisons sont quasiment vides. Si elle est moins criminogène, on diminue le nombre de prisons. Le problème, c'est que pour construire des prisons, il faut avoir de la place. Et il faut que les villes elles acceptent qu'on construise des prisons. C'est ce que je te dis en fait. On veut tous plus de prisons, mais surtout pas à côté de chez nous. Alors honnêtement, c'est les élus. Non, pour les prisons qui s'installent, pour les élus. C'est les élus. Mais ce qui est normal, parce que s'ils font des prisons à côté de chez eux, ils seront pas réélus derrière, parce que les gens dans les villes, ils veulent pas les prisons à côté de chez eux. Tu vois. Et par rapport à la justice, je suis d'accord, si la société est plus criminelle, plus violente, et qu'il faut mettre les gens en prison. Mais c'est le cas aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant de peines qui sont appliquées jusqu'à leur but, et il n'y a jamais eu autant de peines prononcées. Voilà. Donc évidemment qu'on a un problème pour loger tous ces prisonniers entre guillemets, mais parce qu'on manque de place et parce que le pouvoir politique s'engage pas aussi d'un côté. Il y a un sujet là, qui n'a pas été évoqué par rapport au nombre de peines, c'est aussi quelle est la peine prononcée et véritablement appliquée, parce qu'on sait que les peines peuvent être modifiées après avoir été prononcées. Alors moins qu'avant, elles sont moins automatiquement. Oui, mais est-ce que la peine s'approche du maximum prévu par le code pénal? Typiquement, moi je rappelle souvent que violence aggravée, quand il y a au moins 3 motifs d'aggravation. Donc, par exemple, ça peut être en réunion avec arme dans un lieu de transport collectif. C'est 10 ans de prison. Ça ne veut pas dire 10 ans automatiquement, mais ça veut dire que le juge peut donner jusqu'à 10 ans. Pour revenir sur votre parti, Reconquête, on prépare qui pour 2027 chez Reconquête, l'élection présidentielle? C'est pas moi qui vais vous déclarer la candidature d'Éric Zemmour, mais évidemment, on prépare... parce qu'on le voit moins, Éric Zemmour, dans les médias. Ah, mais c'est un choix qui a été fait. En gros, ce qui a été décidé, je ne sais plus s'il en a parlé lui-même sur un plateau, peut-être qu'il en a parlé, mais c'est de se dire, il va choisir ses formats, les formats dans lesquels il a le temps de dérouler sa pensée. C'est-à-dire, tu le disais toi-même tout à l'heure, qu'on a tendance parfois à résumer la pensée à quelques mots, alors qu'en fait, on sait qu'Éric Zemmour, on peut lire ses différents livres, il a une pensée structurée, il connaît très bien l'histoire de France, on peut lire ce qu'il a dit, là je pense, puisque... au moment où on se parle, il est question du Conseil constitutionnel avec Richard Ferrand. Et de Monsieur Richard Ferrand. Tu lui en veux à Richard Ferrand? J'ai juste simplement révélé ce qu'il avait pu dire. Ça fait qu'il faut plus nationaliser les Français? Par exemple, distribuer encore la nationalité française. Ouais, nationaliser les étrangers par droit français. Soit plus facilement, que la nationalité française soit plus facilement accessible. Ouais. Et ce Richard Ferrand, il en a dit d'autres des bourdes qu'on va sortir. À mon avis, c'est un vrai danger. Mais bon. Éric Zemmour, en 1997, a publié Le coup d'état des juges, qui est un livre qui explique très concrètement comment les juges ont pris du pouvoir politique en France, en sachant qu'historiquement, il y a toujours eu des rivalités il y a toujours des rapports de force. Il ne faut pas se mentir, entre la justice, les parlements, l'exécutif, toujours il y a des rapports de force. Ouais. Mais on dit que c'est un état dans l'état, la justice. Mais alors, certains disent ça. Je ne sais pas si c'est un état dans l'état, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une place de la justice qui devient très importante, des juges qui imposent via la jurisprudence, et notamment dans son livre, Éric Zemmour parle des différents niveaux, donc de la justice de proximité, les tribunaux, les cours d'appel, mais il parle également du Conseil constitutionnel et de la justice européenne. Et au niveau du Conseil constitutionnel, il explique, et il a raison, en fait, évidemment, je ne vais pas vous dire le contraire, mais il y a une décision qui est majeure en 1971 qui fait que le Conseil constitutionnel a accru énormément ses compétences de lui-même. Il s'est octroyé plus de compétences. Sans entrer dans le détail juridique, concrètement, ça donne au Conseil constitutionnel la possibilité de faire des choix politiques pour le pays, y compris à l'encontre de la souveraineté populaire. Or, si on regarde ce qui était prévu par les rédacteurs de la Constitution de 1958, de la Ve République, donc essentiellement Michel Debré, il y avait un peu Capitan aussi, mais c'est essentiellement Michel Debré, qui a ensuite été Premier ministre, qui s'est occupé de ça. Ouais. Si tu vas regarder dans ses mémoires,
dans Les princes qui nous gouvernent, etc., dans ces différents livres, il n'a jamais imaginé, et De Gaulle non plus, que le Conseil constitutionnel pourrait être autre chose que simplement un outil de contrôle de constitutionnalité. Ouais. Or maintenant, ce qui devient, et ça risque, c'est un vrai risque avec Richard Ferrand en tant que président, on verra ce qui se passe, mais c'est d'avoir une souveraineté populaire qui est censurée par un organe de personnes qui sont non élues, et qui impose des sages qui ont été juste nommés et contre lesquels personne ne peut aller. Alors que normalement, typiquement si on fait un référendum, ça, on va en parler du référendum. Typiquement, si on fait un référendum, ils peuvent s'opposer au référendum. Ouais, voilà. Alors c'est aux Français de choisir normalement. Parce qu'ils sont garants de la Constitution. Mais ça veut dire que typiquement, tu vois, si je te dis demain, et on va revenir sur Reconquête après, si je te dis demain il faut faire un référendum, tu vas me dire qu'il faut faire un référendum sur. Alors, à mon avis, plein de sujets, mais l'immigration, c'est le plus important. Bon, voilà. C'est le prioritaire. Bon, tu vois, je savais que tu allais me dire ça. Bon, sur l'immigration, mais l'immigration, normalement, c'est anticonstitutionnel de faire un référendum. Après, je sais qu'on peut viser certaines questions, comme la ME, comme le statut des réfugiés, bon, ce que tu veux. Ok, mais normalement, c'est des questions de société, des questions d'État, écolo, et pas des questions d'immigration. Voilà. Alors, il y a un débat constitutionnel durant la rédaction de la Constitution et après qu'elle a été publiée, parce que justement il y a l'article 11 et l'article 89 et l'idée à la base était, avec le référendum, de pouvoir donner la parole aux Français en général et pas de la limiter tant que ça. Et véritablement, quand on lit les discussions lors de la rédaction de la Constitution, et avec, pour idée majeure, exécutif fort, contrairement à la 4ème République, Parlement rationalisé, ça ne veut pas dire faible, mais en tout cas, l'exécutif plus fort, et la possibilité systématiquement de donner la parole au peuple via les référendums. Bon, ce qui s'est passé concrètement, c'est qu'on a un exécutif fort, on a un Parlement qui est extrêmement faible et très peu représentatif, à cause du mode de scrutin. On pourra en parler, en tout cas, ça c'est vraiment un combat personnel, mais le mode de scrutin actuel ne permet pas de bien représenter les Français. Ça, on est d'accord. Et ensuite, on peut en parler longuement, je connais très bien le sujet. Ouais, je sais, et ensuite, normalement, il devrait y avoir beaucoup de référendums. Vous avez vu beaucoup de référendums en France ? Non. Ce serait quoi la question que tu poserais s'il y avait un référendum demain ? Je ne peux pas y répondre tout de suite comme ça, parce que tu peux faire plusieurs questions dans le même référendum. On peut avoir... Absolument. On peut avoir une question, un référendum décisionnel où on a un texte. Ouais. On peut avoir un long texte très précis. Alors après, le débat politique, le débat public, le débat médiatique, il sera sur du oui ou non, est-ce que vous êtes pour ou contre le texte. Et sans doute qu'il y a quelques mesures qui seront mises en avant. Mais on peut avoir un long texte. Et en 5 heures, on n'aurait pas le temps de parler de tout ce qu'on peut mettre dedans, mais un long texte qui change concrètement les choses. Le plus important là-dedans, pour revenir au Conseil constitutionnel, c'est qu'en fait, on a un organe qui maintenant se dit moi, je suis au-dessus des Français. Sauf que c'est même pas l'esprit de la 5ème République, et pour moi, c'est totalement antidémocratique. Tu vois, tu parles du Conseil constitutionnel, ouais. Je te parlais de Reconquête, qui vous préparez pour l'élection présidentielle. Ah, mais c'est... Éric Zemmour, on voit beaucoup ça à Knafo quand même en ce moment. Ah, mais tout à fait. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'Éric Zemmour a fait un choix d'avoir des formats longs, parce qu'il peut s'exprimer longuement et développer sa pensée, et Sarah a... Mais du coup, on le voit plus du tout. Si, il fait des médias quand même. Et à chaque fois qu'il fait des médias, ça cartonne. On a il est invité tout le temps. Alors si les auditeurs en doutent, si Éric Zemmour faisait tous les médias dans lesquels il est invité, il passerait sa vie dans les médias. Parce que tout le monde sait qu'à chaque fois qu'Éric Zemmour est sur un plateau ou dans une radio, ça fait un carton. Okay. Voilà. Donc il reçoit tout le temps, tous les jours des tonnes d'invitations. Sarah Knafo, qui est devenue députée européen Reconquête, elle, vous l'avez vu, elle cartonne dans les médias, elle a sorti plein de sujets différents. Il y a eu les questions de l'Algérie récemment, où même le président algérien lui a répondu. Concrètement, elle disait que l'Algérie coûtait très cher et qu'en plus, elle passait son temps à insulter la France. Je résume le sujet, mais c'est ce qui se passe. Et d'ailleurs, ça fait avancer le débat, puisqu'on parle maintenant de l'accord franco-algérien, que tout le monde dit qu'en fait, il faudrait revenir, qu'il faudrait revenir cet accord franco-algérien. Donc, ça a avancé. Donc, elle a un choix d'être très présente dans les médias. Et Éric Zemmour, il continue. Tu as dû voir qu'il va adapter son livre Le Suicide français en série. Il y a des demandes de publication aussi aux États-Unis. Ça sera adapté sur quelle chaîne d'ailleurs ? C'est Canal+. J'ai pas encore. Je crois que c'est le groupe Canal+. Je veux pas dire de bêtises et annoncer des choses avant, mais je suis certain que ça va faire un carton en série, comme le livre a fait un carton. Il est question aussi de le publier aux États-Unis et il continue d'écrire parce qu'il écrit tout le temps. Ok, politiquement, ça veut dire que c'est lui qui sera votre candidat en 2027. Mais est-ce que c'est possible d'imaginer qu'il y ait une alliance des droites ? Tout le monde parle de ce mot, alliance des droites, avec l'UDR d'Éric Ciotti et Jordan Bardella. Vous pourriez vous ranger derrière Jordan Bardella et Marine Le Pen en 2027 ? En fait, ce que regrettent les Français en général, et je pense encore plus évidemment les militants de droite, c'est qu'ils se disent, on est majoritaire dans le pays, oui, vous êtes majoritaire dans le pays, sur les priorités actuelles de ces dernières décennies, des dernières années, sur l'immigration, l'insécurité, la fiscalité, grosso modo,
il y a des majorités entre 60 et 80% selon les thèmes. Et ils disent, malheureusement, on a des gouvernements qui sont pas représentatifs. Et donc, on parle du gouvernement, mais il nous faudrait une union pour faire en sorte d'avoir... Mais vous le feriez, vous seriez prêt à le faire? Mais nous, Éric Zemmour a fait, durant la campagne, il a dit qu'il fallait qu'on s'allie tous et qu'on ait des unions, et notamment par la législative. Je vais revenir sur le système des législatives et pourquoi il empêche justement, il fait en sorte qu'on ait peu d'unions. Ce qui se passe, c'est que justement, on manque de ces unions. Nous, on a appelé à ce qu'il y ait des unions en 2024. Ouais. Pour les législatives anticipées. Bon, alors, les législatives anticipées, Macron, il a fait un coup. Il faudrait peut-être revoir le système parce que... Il l'a fait en très peu de temps. Il avait le droit au minimum de temps qu'il a. Voilà. Très peu de temps. On devait faire... pour que les gens comprennent bien... C'est un peu retourné contre lui. Tu dis qu'il a fait un coup, mais... oui, il voulait faire un coup, ça s'est retourné contre lui, effectivement. Ouais. Mais on avait très peu de temps pour s'organiser. Il faut que les gens comprennent bien. Il fallait déposer les listes en une semaine. Donc, on apprend le dimanche soir qu'il faut déposer... Vendredi, il faut déposer les listes. Voilà. Ouais. Il faut, on a juste quelques jours. Mais en fait, ça commence avant. Ce que personne ne dit, c'est que comme tout le monde va chez les mêmes gros imprimeurs, tous les partis politiques vont chez les mêmes gros imprimeurs, il fallait commencer à imprimer les bulletins de vote, donc la propagande électorale, ce qu'on appelle la propagande électorale, le mercredi. Donc en fait, on avait du dimanche soir au mercredi. Mais vous auriez pu faire alliance avec eux pour commencer à trop... Parce qu'on avait l'impression que c'était impossible. Ah ben alors, je ne sais pas si le temps nous aurait aidé, mais en tout cas, c'était une volonté depuis le début de faire cette alliance. Malheureusement, le système actuel fait en sorte que c'est entre les partis, surtout entre les partis qui sont les plus proches, la guerre systématique. D'accord, mais là, moi, ma question, c'est pour 2027. Il nous reste un petit peu de temps. Est-ce que vous seriez capable de faire alliance selon toi Alors, il y a deux sujets. Il y a la présidentielle. Il faut bien séparer les deux. Malheureusement, c'est à cause du manque de représentativité à l'Assemblée nationale, du manque de représentation d'un certain nombre de Français, que tout le monde ne parle que de la présidentielle. On le sait, maintenant les médias s'en moquent quasiment, on a l'impression qu'il y a un nouveau candidat tous les jours. Parce que tout est misé sur la présidentielle. Alors qu'on pourrait très bien imaginer avoir plus de partis à l'Assemblée nationale, avoir plus de représentation, et juste parenthèse, mais si on demande à n'importe quel autre pays européen, peut-être hormis la Grande-Bretagne, qui a un système encore pire que le nôtre, n'importe quel pays européen, est-ce qu'il est normal qu'un candidat à la présidentielle qui a fait 2 millions de voix 7%. N'ait pas de députés? Avec le recul, c'est beaucoup. Parce que non, mais vous étiez déçus. Mais c'est énorme. En 2022, vous étiez déçus. Mais c'est énorme. Non, mais réponds à ma question. Vous étiez déçus en 2022. Évidemment, nous, on voulait faire campagne pour gagner. Et avec le recul, vous vous dites c'est quand même énorme pour une première campagne. Mais évidemment que c'était énorme. Personne n'y croyait au début. Ce que je disais tout à l'heure, les premiers journalistes croyaient que c'était du bluff, qu'ils n'iraient jamais, que c'était juste pour essayer d'être un peu influent. Quand on était les premiers sondages où on a 1%, ben oui. On commence à 1%, mais on va monter le plus possible. Et après, il y a un effet de vote utile, je ne reviens pas là-dessus, mais c'est quand même énorme ce qui a été fait. Mais ce qui est important pour la France et pour les Français, c'est que ces 7% de gens, ces 2 millions de voix, derrière, ils n'ont pas eu de représentants à l'Assemblée nationale. Et ce que je disais, c'est qu'en fait, dans n'importe quel autre pays européen, on vous dirait que c'est complètement fou. Bah, c'est la proportionnelle, François Bayrou en parle, potentiellement, peut-être que d'ici 2027, il y aura... À titre personnel, je l'espère. Il y a plusieurs systèmes possibles de proportionnel, mais dans tous les cas, on aura un système avec de la proportionnelle qui sera plus efficient, plus représentatif que le système qu'on a uninominal majoritaire de tours. Mais par contre, tu réponds pas à ma question. De te demander si vous pourriez faire alliance et avoir un candidat. Ah mais complètement, mais ça change tout. Avec la proportionnelle, ça change tout. Donc vous pourriez. Ah mais nous, depuis le début, on a voulu le faire en 2022, on a demandé à ce qu'il y ait des alliances en 2024 avec des candidatures communes, avec des circonscriptions. Ah mais complètement. Tu voudrais un candidat Trump à la française? C'est quoi un candidat Trump à la française? Bah, ce qu'il fait actuellement. C'est un peu le point de vos programmes sur l'immigration, il ferme les frontières. Vous êtes protectionniste? Moi, je dirais que ce qui correspond, si on veut, ce qui correspond à Trump en France, et pourquoi il y a beaucoup de parallèles qui est fait avec Éric Zemmour et Reconquête, c'est parce que l'image du moins qu'il en donne, mais je pense que c'est ce qu'il fait, c'est d'avoir des résultats. Et je trouve qu'on a beaucoup de politiques en France qui ont oublié que, surtout quand ils sont représentants... La culture du résultat? La culture du résultat. Quand tu es, à mon avis, quand tu es élu représentant du peuple, tu es payé, faut pas l'oublier. Pour représenter les Français, tu as un mandat qui n'est pas impératif, mais un mandat de représentation, pour avoir les résultats attendus par les Français. C'est pas seulement pour faire du blabla politique. Dans ces cas-là, est-ce que avoir un Trump à la française, ce serait la bonne solution? Moi, je continue ma réponse. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que c'est exactement un Trump à la française. Ce qui est important pour moi, c'est de dire... Zéro immigration. C'est America First, donc ça serait France en premier, fermer les frontières. Ce qui est certain, c'est qu'il faut arrêter tout de suite l'aspirateur migratoire, c'est-à-dire tout le système d'aide... Zéro immigration. Par principe, en fait. Le problème qu'il y a, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'il y a une religion immigrationniste où on nous explique systématiquement qu'il y a une nécessité de faire venir des immigrants en France. C'est devenu une logique, en fait, depuis quelques décennies, où il faudrait absolument qu'il y ait des gens qui viennent. Et sans cette immigration, on a l'impression que le pays s'arrêterait du jour au lendemain et qu'il n'y aurait plus rien. Alors, c'est complètement faux. Mais vraiment, d'abord, il faut combattre cette religion immigrationniste. Ensuite, se dire, les Français peuvent choisir si des gens entrent dans le pays ou pas.
Les Français, quand on leur demande, et depuis des années, déjà dans les sondages des années 60, les Français disaient qu'il y avait trop d'immigrants en France, trop d'immigration, qu'ils voulaient arrêter l'immigration. Si on croit à la souveraineté populaire, et c'est mon cas, si les Français demandent à ce qu'on arrête l'immigration... Dans les années 60 ? Dès les années 60. C'était sorti par Paul Sébille, qui est un ancien de l'IFOP. Récemment, il a sorti un vieux sondage. Il dit en fait, ça fait longtemps que les Français sont majoritaires sur ces sujets. Et moi, ce que je rappelle souvent, c'est que il y a des sujets sur lesquels on est majoritaire, mais depuis longtemps en fait. En ce sens, le combat culturel, il est gagné, puisque le combat culturel, c'est être majoritaire sur un sujet. Ah, mais bataille culturelle. Mais le problème, c'est les élus. Non, mais si tu dis dès les années 60, je vais prendre mon cas personnel, mais ça veut dire que je serais pas là. Si, ouais. C'est intéressant qu'on veuille actualiser l'immigration. Pourquoi pas ? Mais qu'on dise que l'immigration n'a rien apporté à la France, c'est pas ce que tu as dit, hein. Attention. Mais que certains le disent, que l'immigration n'apporte rien à la France, que ça sert à rien, qu'il faut le revoir complètement, que ça y est, la majorité des Français veulent mettre fin à l'immigration. En fait, c'est un peu ça que je reproche à toi et à d'autres que j'interviewe, c'est le manque de nuances aujourd'hui en politique. Je comprends. Il n'y a plus de nuances. Je comprends la remarque. Alors, si tu veux apporter de la nuance là-dessus, les Français à l'époque disaient simplement, ils trouvaient qu'il y avait trop d'immigration déjà à l'époque. Et d'ailleurs, ça s'est accéléré après, sous Giscard, avec le regroupement familial, qui n'était pas du tout imaginé pour ce qui est devenu aujourd'hui. Surtout, en fait, quand on combine le problème qu'on a au niveau de l'immigration, c'est aussi ce qui est lié à la nationalité, c'est que quand on combine tous les items, donc le regroupement familial, le droit du sol, on a l'impression de distribuer la nationalité au monde entier et de faire venir des gens. Mais si les gens... je comprends concrètement, ce que je dis, c'est que si les Français ne veulent plus d'immigration, on doit dire stop. Juste, tu parles du droit du sol. Oui. Mais tu vois, le droit du sol, moi je trouve que ce terme, pareil, ce débat, il est galvaudé. Pourquoi ? Parce que le droit du sol, ça concerne 30 000 personnes en France, d'accord ? Et c'est pas un droit du sol à l'américaine. C'est un droit du sol qui s'opère après que tu aies demandé ta nationalité. Oui, c'est pas direct. 13 ans, c'est pas automatique. Aux États-Unis, a priori, ils risquent de revenir dessus. Ils risquent de revenir dessus, mais en tout cas, nous, on n'a pas ce droit du sol automatique. Et j'ai l'impression qu'en fait, on monte du doigt ces gens-là, alors que... Pour le coup, je suis pour un débat sur l'immigration. Je veux qu'il y ait un débat sur l'immigration parce qu'on en a tous besoin. Mais sur le droit du sol, typiquement, je trouve que c'est mentir que de dire que c'est le problème. Le droit du sol, c'est pas le problème. Sur les 30 000, t'en as 18 ou 20 000 qui demandent, qui ont envie de devenir français. Et après, tu connais sans doute mieux que moi, automatiquement, il y a un droit de préemption et ça se développe. Tu vois ? En fait, le sujet, c'est que justement, il n'y a pas que le droit du sol. Il y a plein d'éléments qui font que... oui, mais c'est le droit du sol qui occupe tout le monde alors qu'ils ne comprennent pas de quoi ils parlent. En ce moment seulement, c'est le droit du sol parce qu'on a vu ce qui s'est passé à Mayotte, on dit il y a un vrai problème, etc. Alors pour le coup, Mayotte, c'est encore autre chose. C'est différent, mais c'est à cause, c'est avec ce qui se passe à Mayotte qu'on a commencé à parler du droit du sol. Le problème, c'est tout un ensemble de logiques liées à la nationalité qui n'est pas du tout, on pourrait de tout temps dire que ça ne correspond pas à ce qu'on veut pour le pays, mais qui en plus n'est pas du tout adapté à ce qui se passe aujourd'hui en France. Et tu parles de débat, à mon avis, le mot est important parce que, en fait, les Français, ça fait des années qu'ils ont dit ce qu'ils voulaient. Ce qu'ils veulent des politiques, c'est avoir des résultats et donc des actes. Une fois qu'ils ont dit ce qu'ils voulaient, moi c'est ce que je reproche beaucoup à la classe politique actuelle. Et d'ailleurs, qui ont commencé à perdre leur mandat ces dernières années, mais on a eu pendant un moment, tu te souviens, UMP et PS qui avaient vraiment, le monopole, le duopole, ils tenaient tout, véritablement. Et il y avait notamment, à cause du système uninominal majoritaire à deux tours pour du mode scrutin, pour les législatives, c'est à cause de ça que les autres étaient mis sur le côté. Le débat, en fait, il est déjà fait. Quand on demande aux Français ce qu'ils veulent, ils votent pour des élus, mais ils ne sont pas bien représentés. Si concrètement aujourd'hui, on a à l'Assemblée, je ne dis pas un miroir exact, parce qu'on n'a jamais le miroir exact ça n'existe pas. De ce qui a été voté à l'élection présidentielle. On a une proportionnelle. Alors si on veut par rapport au premier tour, on a une proportionnelle, qu'elle soit nationale avec prime, par région, par département. D'accord ? Peu importe. On a des Français qui sont dans les sujets prioritaires mieux représentés. Et demain, on peut avoir un gouvernement plus représentatif, parce que le gouvernement vient des députés, de la majorité. Enfin, là, il n'y a pas vraiment de véritable majorité, mais ils essaient de construire une majorité à l'Assemblée nationale. Et à partir de là, on a tout de suite, il n'y a plus besoin d'un énième débat, finalement. On a les actes. Et ce que veulent les Français, des politiques, ce sont des actes. C'est pour ça que je disais que les élus ne doivent pas oublier qu'ils ne sont pas là pour faire des pseudo-débats philosophiques. Très important de discuter. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Et justement, le Parlement, on manque de débat. Parce qu'il a été tellement rationalisé que finalement, il n'y a plus de débat. On n'est pas sur la Troisième République ou même la Première République ou vraiment ou la Constituante, quand ça discutait véritablement, que ça s'interpellait, qu'il n'y avait pas de discipline de vote. Parce qu'avant, on l'a oublié. Et maintenant, on parle toujours de la discipline de vote et tout le groupe vote automatiquement. Avant la Cinquième République, à droite, il n'y avait pas de discipline de vote. C'est-à-dire que les gens qui étaient élus, soutenus par des partis, une fois qu'ils étaient à l'Assemblée nationale, ils étaient considérés comme individuellement des représentants de l'ensemble du peuple français.
et ils devaient en conscience s'exprimer sur tel ou tel texte. Ça a beaucoup changé. Donc les débats, on peut les avoir, on doit les avoir, mais quand la question est déjà traitée, à un moment, ce qu'attendent les Français, c'est des résultats. Et je pense que c'est ce qui est beaucoup reproché aux politiques aujourd'hui, et pour ça qu'il y a une partie des Français qui se détournent, qui ne s'intéressent pas à la politique. Et qu'il y a une question qui a été posée il y a... j'ai vu ça dans un livre, je crois que c'était... je ne sais plus si c'était CNRS Édition ou c'était de l'IFOP récemment, mais une question qui avait été posée aux Français, je crois en 2022, sur le premier mot qui leur vient à la bouche quand on leur parle de politique. Le premier mot qui sort, rien. Ça leur inspire rien du tout. Mais je comprends, moi, c'est dégoût parce qu'on a beaucoup de politiques déconnectés qui parlent à 15% de Français à fond sur la politique, et très intéressés par la politique, qui oublient les 85% autres, un peu moins intéressés. Qui complique le débat. Beaucoup moins intéressés. Le complexifie. Je pense pas que ce soit une question de complexité, je pense que c'est une question d'idéologie. Qui mettent beaucoup d'idéologie et qui ramènent, quand tu parlais de manque de nuances, qui ramènent la réalité de la société française à leur débat et leur clivage. Des clivages politiques. Gauche-droite qui existait historique. Voilà, mais typiquement, sur le gauche-droite, si tu lis François Gogol, il dit, lui parle de tempérament, qu'un historien de la Troisième République, qui écrit sur les partis politiques, il te dit, lui il parle de tempérament, il dit, effectivement, il y a différents partis politiques, il y a eu plein de partis politiques sur la Troisième République, différents. Ouais. Il parle d'André Siegfried, qui est le premier, avant Fourquet en France, qui faisait des cartes et qui parlait de... Sociétal, voilà. sociaux, ouais. Donc, qui est le pape en France de ce système d'analyse électorale. Et donc, Siegfried lui parlait de 6, en gros, tendances politiques. Donc, 6, c'est pas 2, déjà. Ouais. Et donc, quand Gogol le commente, il dit, bon, mais moi, je pense qu'il y a quand même 2 tempéraments, c'est l'ordre et le mouvement. Mais il sait bien lui-même, quand il écrit, que ce sont de grands tempéraments, que c'est pas un clivage particulier. Le clivage gauche-droite, finalement, si on le prend, il représente 2 choses. Il existe. Ouais. Il y a de moins en moins de Français qui surtout chez les jeunes, qui se représentent comme de gauche, comme de droite, quand on leur pose la question. De moins en moins. C'est beaucoup moins que la moitié. C'est à peu près un tiers de la population chez les jeunes. Donc il continue d'exister, mais il existe soit par une place dans l'Assemblée nationale, où est-ce qu'on se positionne, mais également par rapport à des sujets, un oui-non, pour être synthétique, sur des sujets de société prioritaires à tel ou tel moment. Il nous reste 4 minutes. Demain commence le salon de l'agriculture. Ouais. Pareil, on y sera avec les Indécis toute la semaine pour rencontrer les personnalités politiques sur notre plateau. Vous venez nous voir d'ailleurs, si vous nous regardez. Juste, je veux qu'on parle des agriculteurs. Ouais. Chaque année, on dit que c'est une profession qui est en crise. Ça fait au moins 15 ans que j'entends ça. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il faut leur dire aujourd'hui aux agriculteurs ? 100 000 exploitations qui ont disparu. 100 000 exploitations. Ils représentaient, je crois, 7% de la population active il y a 50 ans. Aujourd'hui, c'est même pas 2% de la population active. C'était une de nos forces. Est-ce que vraiment, on les a maltraités, les agriculteurs ? Je pense qu'il y a plusieurs sujets. D'abord, oui, ils ont été maltraités. Tu as dû voir, Éric Zemmour est allé souvent voir les agriculteurs pendant la campagne présidentielle et après. Oui, mais bon, ça, tous les politiques vont les voir. Sarah Gnafo elle est souvent bien reçue par la coordination rurale qui sera très présente et qui est en train de faire des gros scores d'ailleurs ça, c'est très politique aussi. Élections. Mais moi, je te parle des agriculteurs en règle générale. Tu vois, sur leur niveau de vie. Pourquoi je te parle de ça ? Typiquement, pourquoi la coordination rurale commence à gagner les élections et à faire du bruit alors que on imaginait qu'il y aurait un monopole de la FNSEA pendant des années. C'est simplement parce que les agriculteurs, par de représentation, ont eu l'impression que leurs représentants ne parlaient pas suffisamment fort pour eux. Il y a eu nécessairement une modification dans la société française de la part des agriculteurs, tu en parlais toi-même, de la population active, qui est agriculteur. Ils sont écrasés par les normes, systématiquement. Par l'Europe ? Aussi par l'UE. J'allais te le dire, nous on commence le salon de l'agriculture. Notre bonjour au salon de l'agriculture, c'est un tractage massif dès samedi matin, non au Mercosur, non à l'accord avec le Mercosur. Parce qu'il y a les normes, il y a l'Union européenne qui ajoute des normes, il y a la France qui, en tout cas les décideurs actuels, qui surtransposent, ça veut dire très concrètement qui rendent les normes encore plus compliquées pour les Français. Pourquoi ils ne s'en sortent pas ? Parce qu'en fait, ce qu'ils gagnent, tout simplement, à la fin du mois, ceux qui nous écoutent, peu importe combien ils gagnent par mois, mais il faut qu'ils gagnent suffisamment pour vivre et qu'il leur reste un petit peu. Mais on a des agriculteurs qui finalement, ils travaillent sans gagner suffisamment. On en a beaucoup de témoignages d'agriculteurs qui sont dans un système où ils gagnent 500 € par mois, ou moins de 500 € par mois. Et donc, c'est forcément insuffisant. Donc, ils ont l'impression de ne pas être écoutés et en même temps d'être écrasés par un système bureaucratique qui ne les aide pas à s'en sortir. Tu dis l'Europe, l'Union européenne qui ne les aide pas, mais il y a quand même la PAC. Ouais.
alors, la PAC elle est vieille, peut-être qu'il faudrait la moderniser, mais quand on regarde ce qu'apporte la PAC, on est le premier pays à en bénéficier de la PAC, de la politique agricole commune. 20-80% des revenus des agriculteurs On français donne beaucoup aussi pour la PAC. viennent de la PAC. Oui, ça vient de la PAC. Est-ce que finalement, il ne faudrait pas être moins dépendant de cette PAC, ou en tout cas la réécrire d'une certaine manière, et y mettre à contribution nos agriculteurs? Ce qui est certain, c'est que le système aujourd'hui marche sur la tête et que tout dépend de ce système d'aide où on a des producteurs, des agriculteurs qui doivent attendre des aides parce qu'ils n'arrivent pas à vivre, on parlait des gilets jaunes tout à l'heure, mais à vivre du fruit de leur travail. Et en plus de ça, ils sont soumis à une concurrence délirante avec des gens qui, on parlait de nuances, qui ne regardent pas les faits en nuances. Quand on nous explique qu'il y a des produits agricoles qui viennent de l'autre bout du monde et qui sont estampillés bio ou qui seraient... alors qu'on ne sait pas du tout, on ne peut pas du tout contrôler. C'est pas parce que vous avez une étiquette sur un produit qui dit qu'il est bio qu'il respecte les mêmes normes environnementales que nous. Donc finalement, nos agriculteurs, ils sont en plus face à une concurrence déloyale. Ils ont raison de la dénoncer. Parce que vous avez des gens qui se mettent des œillères et qui disent « Ah bah si tel État nous a dit que c'était, ça respectait nos conditions, c'est forcément que ça les respecte. » Eh bien non, et c'est tout le problème aussi qu'on a avec le Mercosur. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici au siège de Reconquête, et à très bientôt. Merci, à bientôt.